Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire dédié à l'accès aux services en ruralité. Merci à l'ensemble des intervenants qui sont là. Je vous laisserai vous présenter les uns et les autres au fur et à mesure de vos interventions. Vous rappeler aux uns et aux autres, notamment à ceux qui sont en train de nous rejoindre, les participants que vous avez sur votre droite, un chat qui est à votre disposition et qui vous permet de poser vos questions, faire partager un petit peu vos remarques sur tout au long de l'intervention des uns et des autres lors de ce temps. Donc n'hésitez pas à le faire. On aura aussi un temps de questions-réponses qui vous sera dédié pour justement pouvoir interroger chacun des intervenants et en tout cas voilà, faire remonter l'ensemble des questions. Toute l'équipe de face est mobilisée pour voilà, pouvoir faire remonter ces questions au fur et à mesure. Je veux remercier une nouvelle fois les intervenants qui sont là. Peut-être commencer par laisser la main à Isabelle. Alors, juste pour préciser le cadre de ce webinaire, la Fondation Mutuelle Grand Ouest a été créée en 2010 et Mutuelle Grand Ouest, c'est une mutuelle de protection personnes sur les régions parties du MIA qui adresse sur ce marine à la population agricole fréquemment les usages et les solutions identifier des problématiques principales que nous souhaitions étudier. Et l'un de nos thèmes de réflexion a été l'accès aux services en milieu rural, dont on sait que, particulièrement dans les territoires isolés, il est de plus en plus problématique. Alors, pour mémoire, les territoires ruraux composent plus de 70% du territoire français. Et on a vu dans une situation telle que celle du Covid, une telle situation questionne fortement les équilibres entre l'urbain et le rural, dans la mesure où elle génère une volonté de relocalisation de certains foyers, par exemple, qui toutefois arbitreront leurs décisions à l'aune de l'accessibilité du territoire envisagé, aussi bien sous l'angle des services que de l'emploi, que de la formation. Et l'on voit bien dans ce type de situation que l'évolution du maillage territorial des services ces dernières années a finalement ouvert la voie à deux types de pratiques. Le premier, qui est le plus traditionnel, c'est l'accès grâce à la mobilité physique, mais parfois de plus en plus distante. Et puis le deuxième accès via les outils du numérique. Or, on sait par exemple qu'en 2016, moins des 2/3 de la population de l'Union européenne vivant en zone rurale utilisait quotidiennement Internet. Alors, on sait que cet usage a beaucoup évolué, un peu par la force des choses. Pour autant, ça reste une vraie question, puisque ce développement du numérique, selon les territoires, peut aujourd'hui cristalliser finalement encore plus des inégalités qui étaient déjà prégnantes en zone rurale. Et cette notion d'accessibilité aux services, c'est bien un enjeu actuel des territoires ruraux en France, mais au niveau européen également. Et on voit bien, au-delà des pratiques des consommateurs, elle renvoie évidemment à l'engagement des entreprises, l'engagement à apporter le service au plus près des consommateurs ou des bénéficiaires et selon les modalités les plus adaptées. Et à ce titre-là, elle participe aussi d'une réflexion plus large des entreprises dans la ruralité, entreprises en tant que contributrices à la création de valeur sur les territoires. Et ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est de nous interroger sur les pratiques, de nous intéresser aux pratiques des entreprises et aux initiatives qu'elles ont prises ou qu'elles pourraient prendre en ruralité, notamment dans les territoires au service dans les territoires ruraux. Je vais leur avance pour leur éclairage et leur partage d'expérience. Merci beaucoup Isabelle pour
pour le groupe Suez. Si cela vous convient, c'est de pouvoir nous le présenter, un petit peu aujourd'hui. Peut-être simplement les conditions. Si vous pouvez déjà identifier. Bonjour à tous. Le micro social pour Suez. Finalement de Suez et tout de renforcer l'impact social qui soit et qu'il y a deux métiers qui sont la gestion des déchets d'un côté et la gestion de l'eau de l'autre côté, avec deux grands clients, les collectivités, à peu près à part égale les collectivités et les entreprises. On est 30 000 salariés en France, 90 000 dans le monde, et une de nos spécificités, c'est en fait qu'on est présent sur l'ensemble du territoire national, de par les services essentiels qu'on apporte, aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale, et avec des métiers qui sont pas délocalisables et qui créent de l'emploi local, en tout cas de l'emploi local non délocalisable. Donc ça, c'est vraiment pour vous donner un aperçu sur le contexte, sur ce que fait Suez et qui est Suez. Et en fait, du coup, l'ancrage local est important pour nous. Aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, et en fait l'ancrage local, on l'a creusé à travers ce concept de maison pour rebondir, notamment dont vous parliez, Antonin. Il est né en 2012, ce concept de maison pour rebondir, avec une idée assez simple et en même temps assez ambitieuse à l'époque, qui était de se dire, sur un territoire où Suez est présent à travers toutes ses activités, et en l'occurrence, le territoire choisi était le territoire de la métropole de Bordeaux. Comment est-ce qu'on peut renforcer, nous Suez, notre impact en termes d'emploi? Comment est-ce qu'on peut renforcer notre impact social sur ce territoire et activer tous les leviers finalement qu'a une entreprise pour renforcer son impact en termes d'emploi et d'inclusion? Donc ça, c'est vraiment le point de départ en 2012 de cette idée de maison pour rebondir. Et donc Suez, pour cela, a créé une association, la Maison pour rebondir, avec des salariés de Suez. Donc on était une équipe de 6 personnes, et avec l'idée justement de faire cette expérimentation. Pour voir comment Suez peut renforcer son impact en termes d'emploi sur ce territoire. Je vous passe les détails, mais ça s'est vraiment fait en co-construction à la fois avec les filiales locales de Suez et puis avec les acteurs de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Et en fait, on a identifié 5 leviers, nous, en tant qu'entreprise, qu'on pouvait activer pour renforcer notre impact en termes d'emploi et d'insertion. Le premier, qui est assez logique, qui vient assez vite à l'esprit, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut recruter différemment, et notamment faire du recrutement qu'on appelle maintenant recrutement inclusif, c'est-à-dire recruter des gens qu'on n'aurait peut-être pas recrutés comme ça, en travaillant beaucoup plus efficacement avec le monde social, avec le monde de l'insertion, les acteurs de l'emploi sur le territoire, et en cassant un petit peu le mur de verre qui peut exister parfois entre nos modes de recrutement et puis les acteurs de l'emploi et de l'insertion sur ces territoires. Le deuxième levier qu'on a identifié, c'est tout ce qui est partenariat avec la Suez est un des acteurs majeurs de l'insertion, puisqu'on compte à peu près 1500 personnes sur des marchés que Suez confie à des entreprises d'insertion, que ce soit à travers des activités de tri ou des activités de collecte d'encombrants, etc. Donc on a différents services, et nous, notre but, c'est de voir comment est-ce qu'on peut sous-traiter l'inclusion. Et puis, c'est aussi développer des nouveaux services avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Tout le travail avec sur le réemploi, par exemple, les recycleries, développer l'agriculture urbaine, développer de la collecte de mégots de cigarettes, des choses qui peuvent créer de leviers potentiels. Le troisième levier qu'on a eu, c'est de dire choses d'insertion, mais on peut aussi réfléchir à ce moment-là, au moment de la réponse à l'appel d'offres de l'eau d'une grande ville comme d'une petite ville d'ailleurs, ou d'un village, comment est-ce qu'on peut renforcer notre impact en termes d'emploi notamment, comment est-ce qu'on peut renforcer notre impact social, et dès ce moment de l'appel d'offres, identifier ces leviers pour développer et proposer
à nos clients de cranter quelque part en matière d'emploi et d'insertion. Donc c'est ce qu'on a développé avec la Maison pour rebondir et qu'on a élargi depuis. Le quatrième levier, c'est tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat, parce qu'on se dit qu'en tant qu'acteur économique, on peut développer l'emploi à travers la création d'entreprises. Et donc on a monté des programmes de création d'entreprises dédiés à des demandeurs d'emploi. Donc on accompagne chaque année une centaine d'entrepreneurs maintenant justement qui sont des demandeurs d'emploi dans la création de leur propre emploi et de services de proximité. Et puis le dernier levier, c'est le volet mécénat de compétences, engagement des collaborateurs, et comment est-ce qu'on permet aux collaborateurs de Suez de s'engager auprès d'acteurs de l'inclusion ou d'acteurs de l'économie sociale qui sont en lien avec les métiers de Suez. Donc ça, c'est les 5 leviers identifiés par les maisons pour rebondir et qui ont donné lieu finalement à la stratégie qu'on porte aujourd'hui à la direction de l'innovation sociale et qu'on essaye de déployer au niveau national et qu'on a déployé, qu'on est en train de déployer notamment avec d'autres maisons pour rebondir qui se font toujours en milieu urbain aujourd'hui parce qu'en fait ça nous a semblé plus simple au début. Donc on a des maisons pour rebondir en Île-de-France, à Lyon notamment, qui sont des zones où Suez est fortement présent. Et puis on a cette réflexion sur le milieu rural qui existe en fait aussi depuis le début et on s'est toujours posé la question de comment est-ce qu'on pouvait essayer de déployer les leviers qu'on avait identifiés dans les zones rurales. Et donc, on travaille, alors bien sûr, sur les appels d'offres en zone rurale, on essaye d'intégrer cette dimension sociale. On a aussi eu des expériences, par exemple, on porte des programmes qui s'appellent Sans Chance, un programme qui s'appelle Sans Chance, Sans Emploi, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est dédié plutôt aux jeunes des quartiers. Et on a fait un test à Sainte-Foy-la-Grande, qui est une toute petite ville de Gironde l'année dernière pour voir comment est-ce qu'on pouvait essayer de mobiliser les entreprises en faveur de l'insertion à travers ce programme dans cette zone rurale. Et puis en fait on a fait d'autres expériences en discutant avec les collectivités locales et en fait on se rend compte qu'il y a des freins qui rendent la chose complexe en zone rurale et je pense que c'est important de les évoquer rapidement. Bien sûr en zone rurale une entreprise même de la taille de Suez, c'est des petites PME finalement, voire des TPE, c'est des petites agences qui ont du coup moins de levier et moins de surface d'impact potentiel. La deuxième difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est la densité forcément qui est plus faible à la fois d'acteurs de l'emploi et de l'insertion, d'acteurs du coup de l'offre de formation, de l'offre d'insertion sur le territoire ou de l'économie sociale et solidaire. Puis aussi, quand on veut recruter et faire de l'inclusion, le fait qu'on ait potentiellement moins de candidats dans un rayon réduit. Et donc, il y a la question de la mobilité qui se pose aussi assez vite dans ce cas-là. Et en fait, on s'est rendu compte aujourd'hui que dans ce qu'on avait développé, puisque en fait, on a déployé notre programme d'entrepreneuriat, c'était à Tarbes, et on l'a fait avec le groupe NJ, en partenariat avec le groupe NJ. Donc, pour amener des entrepreneurs, donc des demandeurs d'emploi qui veulent s'adresser à des personnes qui sont parfois un peu enclavées et qui souffrent aussi de la crise économique. Et comment est-ce qu'on pouvait servir et c'est la chef du groupe NJ, qui est la filiale du groupe NJ qui travaille dans les années, qui a repris complètement et qui le développe. Et nous, on travaille en ce moment à une réflexion pour l'année prochaine pour déployer ce même programme dans le Blayais. Donc ça, c'est une zone rurale en Gironde. Et puis dans le Langonnet aussi. Donc pareil, 2 zones rurales pour essayer d'expérimenter et de continuer à pousser le développement de services de proximité dans ces zones rurales. Puis la deuxième chose qui a plutôt bien marché à ce stade, c'est en fait c'est un travail qu'on a fait avec un chantier d'insertion qui en fait fait des changements de compteurs et qui là dans des communautés de communes dans les zones rurales autour de Bordeaux permet de changer les compteurs en employant des jeunes en difficulté. Donc aujourd'hui on en est un petit peu là. On se pose la question de comment est-ce qu'on peut élargir de manière beaucoup plus systématique les services et les leviers que Suez peut activer en faveur de l'emploi et de l'inclusion dans les zones rurales. Et on est dans cette logique de co-construction et d'opportunisme, on va dire. Mais aujourd'hui, le modèle Maison pour rebondir tel qu'il existe et qu'on l'a déployé ne peut pas se déployer tel quel en zone rurale. C'est plutôt élargir le champ d'action des Maisons pour rebondir dans les zones rurales autour des villes dans lesquelles elles sont situées.
Merci beaucoup Benoît, pour cette intervention et pour ces premiers éléments de retour aussi d'expérience, parce que ça va être très précieux pour nous tous finalement de s'appuyer sur les premiers qui se sont lancés pour voilà, avoir ces premiers éléments à la fois de ce qui fonctionne et puis des points éventuellement de difficulté que vous rencontrez les uns les autres, parce que c'est aussi ce qui va nous inspirer les uns et les autres pour avancer et faire mieux ensemble. Je me tourne maintenant vers Francis. Merci beaucoup encore Benoît. Je me tourne vers Francis pour le laboratoire des mobilités inclusives. L'accès au service, c'est bien sûr un accès à distance via le numérique, mais c'est aussi, notamment au milieu rural, on le sait, la question de la mobilité, comment on va vers les services, comment on accède physiquement à un service. Je sais que vous avez, au sein du laboratoire de mobilité inclusive, développé un travail sur la mobilité des jeunes en milieu rural. Est-ce que vous pouvez nous présenter le fonctionnement du LMI, pour le coup, et vos actions à la destination des territoires ruraux? Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous. Je suis le nouveau délégué du laboratoire de la mobilité inclusive. Alors, le laboratoire se positionne comme un centre de ressources et d'expertise qui soutient depuis sa création maintenant en 2013 le développement d'une mobilité pour tous. Au total, on est 17 membres issus des sphères publiques et privées de la société civile. Le LMI a pour mission de rassembler les acteurs concernés par le sujet pour réfléchir, partager, produire et fournir. C'est un véritable think tank, mais aussi un travail d'action pour valoriser les solutions de mobilité innovantes, bref, pour favoriser les conditions d'accès à une mobilité plus inclusive. Alors, peut-être pour commencer, de quoi parle-t-on finalement lorsqu'on parle de mobilité inclusive, qui est aujourd'hui un terme qui est, on va dire, dans l'air du temps. Traiter de la mobilité inclusive, c'est finalement s'éloigner d'une approche purement technique, centrée sur les flux de déplacement. La mobilité, ce n'est pas qu'une question de transport, ce n'est pas qu'une question de déplacement. La mobilité inclusive, c'est considérer la mobilité dans sa finalité d'accès. C'est ce qui permet finalement d'accéder à l'emploi, d'accéder aux soins, d'accéder à l'alimentation, aux loisirs, à la culture. Bref, la mobilité inclusive est finalement au cœur de tous les enjeux territoriaux, à la croisée de l'économie, du social, de l'environnement et de l'aménagement. Alors, la mobilité, évidemment, est un fondement. Notre craquelle face aux inégalités de mobilité qui s'accélèrent. 7 millions de personnes aujourd'hui sont en difficulté de se déplacer. Et les inégalités, on l'a dit en introduction, mais je vais m'y arrêter quelques instants, sont de plusieurs ordres et parfois même, elles se superposent. Les inégalités sont évidemment d'ordre économique. La part budgétaire consacrée à la mobilité est un véritable frein. Les inégalités sont d'ordre évidemment social et professionnel. Une personne en insertion sur 2 a déjà refusé un emploi ou une formation pour des problèmes de mobilité. Les inégalités sont liées évidemment à l'âge ou à la santé. Les jeunes sont les premiers empêchés de la mobilité. Plus d'un jeune sur 2 de 18 à 24 ans a le sentiment d'être contraint dans ses déplacements. Les seniors, évidemment, ou les personnes en handicap. Bref, l'inégalité en matière de mobilité pénalise les personnes les plus fragiles. Il y a également des inégalités d'ordre cognitif, car nous n'avons pas tous les mêmes capacités et les mêmes compétences. La mobilité, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Et lire une carte, se repérer dans une ville, comprendre un réseau de transport, eh bien, n'a rien d'inné, justement. Ça nécessite un ensemble de capacités et de connaissances et de savoir-faire qui est nécessaire, un apprentissage est nécessaire, et notamment, évidemment, avec l'arrivée depuis quelque temps du numérique. Et puis enfin, il y a des inégalités en fonction du territoire sur lequel on vit, et c'est notre sujet. Soit on vit dans les grandes métropoles, soit on vit dans des zones peu denses ou dans des zones rurales. Un tiers des Français, 22 millions, vivent dans des territoires ruraux ou périurbains. Ils sont donc confrontés à l'éloignement des services, aux difficultés d'accès aux transports en commun, à l'allongement évidemment des trajets domicile-travail, et donc du coup à une dépendance de la voiture. Souvent, ils vivent dans ces zones rurales qui sont aussi des zones blanches de mobilité, c'est-à-dire sans autorité organisatrice de mobilité, qui parfois même se superposent avec des zones blanches numériques. Alors, comment apporter justement des solutions de mobilité dans ces zones rurales? Vous l'avez dit, nous avons consacré des travaux assez importants à cette question de la mobilité en zone rurale, notamment à l'occasion des rencontres de la mobilité que le laboratoire fait tous les 2 ans. Et nous nous sommes intéressés plus particulièrement à la question des jeunes dans les ruralités au travers d'une recherche qui a été menée
par Gérard Ernja, qui est docteur en sciences de l'éducation, et Alain Mergier, sociologue. Nous avons voulu nous intéresser à la jeunesse parce que c'est un moment finalement très particulier de la construction de cette aptitude à être mobile. 1,6 million de jeunes de 15 à 29 ans vivent dans les territoires ruraux. Et je vous donnais encore 2 chiffres qui ne sont pas issus du laboratoire, qui viennent du Conseil économique et social, mais qui sont intéressants sur la place des jeunes dans les territoires. 7 élus sur 10, par exemple, dans le milieu rural, ne font pas de la jeunesse une priorité, contre 1 sur 10 en zone urbaine. Alors, relier les problématiques des jeunes à la ruralité, une perspective dans un petit village de Tuilières, qui est dans les Vosges, de 120 habitants, selon une méthodologie spécifique, un travail sur le terrain. C'est vraiment une démarche, pour le coup, scientifique. Je vous laisserai découvrir les résultats, vous pourrez aller les voir, les résultats de cette recherche, et cette recherche est sur notre site internet. Mais on peut quand même noter des choses très intéressantes, enfin, 3 faits saillants en tout cas. Ce qu'on peut dire par rapport au T, finalement, et tout jeune âge. Village, par exemple, ont l'expérience très tôt de la mobilité, parce que dès la maternelle, ils doivent prendre le bus, parfois même le taxi, pour aller à l'école. En l'occurrence, dans cette recherche, l'école la plus proche est celle de Vittel. C'est aussi une mobilité qui intègre dès le départ, justement du départ. C'est-à-dire que ces jeunes des villages savent pouvoir, à un moment ou à un autre, partir du village pour aller étudier, pour aller travailler. Leurs parents les incitent à plus vivre ici. Donc finalement, c'est de devoir partir, évidemment essentiellement pour des raisons de travail, mais aussi parce que tout le monde part, hein, il y a un effet d'entraînement ou un effet seuil. Et puis enfin, ils partent parce que finalement, on ne leur permet pas, de penser qu'ils pourraient rester dans le village ou dans la ruralité pour y avoir une vie valorisée. Les auteurs de cette étude font un certain nombre de recommandations, notamment à apprendre à travailler avec le terrain, à tenir compte des spécificités de la ruralité, à penser des solutions adaptées. Et je vous invite à découvrir les résultats de cette étude sur notre site internet. Je voudrais aussi vous dire que sur cette question de la mobilité dans les territoires ruraux, le laboratoire travaille à des solutions plus concrètes et va lancer d'ici la fin du mois de novembre un site internet qui s'appelle Tous Mobiles, dédié à la mobilité solidaire en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et solidaire. La conception de ce site, de ses contenus et de ses ressources sont vraiment le fruit d'une volonté partagée avec d'un côté le ministère et de l'autre le LMI pour sensibiliser les collectivités à cette question de la mobilité solidaire. L'idée, c'est de fournir à toutes ces collectivités, vous savez, la loi LOM va entrer en application, les communautés de communes vont pouvoir, d'ici à la fin du mois de mai, prendre ou pas les compétences d'autorité organisatrice de mobilité, et toutes les collectivités aujourd'hui qui ont envie de développer des dispositifs de mobilité solidaire se posent un certain nombre de questions. Comment mobiliser, comment décrypter, comment identifier des solutions, comment expérimenter et comment évoluer. C'est ce que nous souhaitons proposer au travers de cet outil, de ce site internet qui sera donc dédié aux mobilités solidaires. Enfin, un dernier mot. La mobilité inclusive concerne évidemment un large spectre de parties prenantes. Il y a les acteurs des politiques publiques, il y a les acteurs du transport, de la mobilité, il y a évidemment le monde économique, les acteurs de l'action sociale et de l'insertion professionnelle, et que toutes les solutions qui doivent être proposées doivent évidemment se co-construire ensemble. Merci. Hop, je rallume mon micro. Merci beaucoup, Francis, pour cette intervention et pour ces précisions sur les questions de mobilité, parce qu'effectivement, on voit bien cette importance de pouvoir développer des actions, un outil ou en tout cas une thématique qui nous connecte les uns les autres, c'est au moins celui de la mobilité, avec la question de l'accès au numérique, et ça me permet de revenir vers notre intervenant. Merci beaucoup encore une fois pour la poste. S'il y a
réseau de 17 000 dans les... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire dédié à l'accès aux services en ruralité. Merci à l'ensemble des intervenants qui sont là. Je vous laisserai vous présenter les uns et les autres au fur et à mesure de vos interventions. Vous rappelez aux uns et aux autres, notamment à ceux qui sont en train de nous rejoindre, les participants que vous avez sur votre droite, un chat qui est à votre disposition et qui vous permet de poser vos questions, faire partager un petit peu vos remarques sur tout au long de l'intervention des uns et des autres lors de ce temps. Donc n'hésitez pas à le faire. On aura aussi un temps de questions-réponses qui vous sera dédié pour justement pouvoir interroger chacun des intervenants. Nos axes de l'engagement sociétal qui sont de maintenir la cohésion sociale et territoriale, d'agir pour un numérique inclusif et d'accélérer les transitions écologiques. Alors, le point important dans le domaine finalement de la cohésion sociale et territoriale, c'est de pouvoir renforcer le lien social en développant des lieux partagés et en mettant en œuvre des services de proximité, c'est-à-dire rendre accessibles au plus près des populations les services dont elles ont besoin. Et c'est sur ce sujet-là que je vais illustrer en fait nos actions aujourd'hui, à travers finalement la réinvention de notre présence postale. Sur les 17 000 points de contact, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons la moitié en fait de nos bureaux de poste qui sont des bureaux de poste en propre et l'autre moitié qui sont des bureaux de poste que nous avons finalement mis en œuvre avec des partenaires et principalement dans les zones rurales. Nous avons 11 000 points de contact en zone rurale. Il y a 2 500 bureaux de poste, donc sont des bureaux de poste en propre, mais il y a 6 500 bureaux de poste qui sont des bureaux de poste en fait que nous avons transférés dans les mairies. Donc, sont tenus par des secrétaires de mairie dans des lieux de la mairie. Nous avons également donc 2500 relais postes commerçants, c'est-à-dire des activités, des points postes en fait implantés chez des commerçants. Et c'est cette diversité de partenariats qui finalement permet de maintenir une présence postale en zone rurale, sachant que évidemment dans ces zones, donc ces bureaux de poste finalement ont une activité qui est assez faible, et donc le fait de pouvoir trouver un partenaire, que ce soit une mairie, un commerçant ou d'autres partenaires dont je vais vous parler après, permet finalement d'élargir la plage horaire et aussi de proposer des nouveaux services. Et ça, c'est vraiment tout le sujet, parce que finalement, dans les zones rurales, le vrai problème, c'est la disparition des commerces de proximité, et le fait de pouvoir trouver finalement des nouveaux lieux qui permettent de rendre des services élargis, c'est une des conditions de la capacité de maintenir un lien social dans ces territoires fragiles. Voilà. Et donc nous sommes évidemment très très impliqués sur ces sujets, évidemment en lien avec l'ensemble des maires qui sont effectivement confrontés à ce type de problème. Donc finalement, quelle est notre vision et où veut-on aller? Alors, je vais vous donner donc deux exemples finalement de format de présence postale et avec un service, je dirais, finalement un peu élargi par rapport à ce qu'on connaît. Premier exemple sont les maisons de service au public et le deuxième exemple sont les relais postes qu'on appelle les relais postes ESS, donc économie sociale et solidaire. Les maisons de service au public, donc nous en avons en fait 500 dans toute la France, sont opérées par la Poste. C'est un lieu où c'est un bureau de poste, hein, donc avec un chargé de clientèle, donc qui offre évidemment l'ensemble des services postaux, mais aussi dans la salle, nous avons dans cet établissement, dans cette maison de service public, dans ce bureau de poste, finalement, ce qu'on appelle un îlot numérique, c'est-à-dire un endroit où vous avez un ordinateur avec une imprimante et un scanner, et surtout, en fait, les sites de nos partenaires qui sont des opérateurs publics. Et donc, dans cette maison de service au public, que faisons-nous? Nous accompagnons les clients qui ont des difficultés avec le numérique pour les aider dans leur démarche la mise en œuvre de leur démarche administrative en ligne, auprès, évidemment, des opérateurs publics partenaires. Donc, on retrouve la CAF, la Sécurité sociale, Pôle emploi, et donc la personne, le client, donc peut finalement s'appuyer sur le chargé de clientèle pour pouvoir mettre en œuvre donc tout simplement pouvoir imprimer une attestation de droit, ou même au moment de la déclaration des impôts, se faire aider pour la mise en œuvre de la déclaration en ligne de ses impôts.
C'est un lieu finalement d'inclusion numérique, puisque donc les clients, bon, évidemment, la première fois se font évidemment aider, mais au bout de plusieurs fois, finalement, acquièrent une certaine autonomie. Et pour ceux qui sont équipés, ça leur permet ensuite de pouvoir évidemment faire leur démarche administrative en ligne de façon plus autonome. Voilà, donc c'est un exemple important de la façon dont finalement nous réinventons notre service dans les zones rurales en apportant des services qui permettent de concourir en tout cas à l'inclusion numérique à travers ce type de format. En termes d'impact, c'est 80 000 personnes qui sont accompagnées chaque année sur les maisons de services au public. Le deuxième exemple sont les relais postes d'économie sociale et solidaire. Donc là aussi, dans ces zones rurales, parfois, il n'y a pas forcément le commerce qui permet de transformer le bureau de poste comme, je dirais, ça peut le faire, comme on peut le faire en ville sur des grandes enseignes. Donc, nous cherchons avec nos partenaires publics quelles peuvent être finalement les meilleures solutions. Et donc là, je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est en Alsace ou donc à Steinbach, donc un petit village. En fait, nous avons implanté un point poste dans un foyer rural qui s'est transformé en tiers-lieu numérique, social et associatif, voilà, avec différents services, un salon de thé, un dépôt de pain, de la vente de pâtisserie, de la commercialisation de produits locaux. Là aussi, un point numérique, ce qui permet de recréer du service finalement dans un village où finalement il n'y avait plus finalement de services de proximité. Voilà. Et le deuxième exemple également que je peux j'irai vous parler aujourd'hui, qui est extrêmement intéressant, c'est Comptoir de campagne, qui est une SKIC qui a lancé son activité il y a 3 ans dans la région Rhône-Alpes, dans la Loire exactement, et qui développe un concept de comptoir, c'est pour ça que ça s'appelle Comptoir de campagne, multiservice, qu'ils sont en train de développer pour partie en propre et d'autres parties pour une autre partie en franchise, avec là aussi une offre, alors avec un concept d'économie circulaire avec des produits locaux qui sont commercialisés dans ce commerce, une offre de striking, d'offre de service. Alors là, évidemment, on retrouve les services postaux, on retrouve également un point numérique, la possibilité de livraison à domicile, la livraison de gaz et également des services bancaires. Donc, une offre qui est très, très élargie et finalement qui essaie de regrouper en fait l'ensemble des services dont les populations peuvent avoir besoin dans ce type de zone rurale où là aussi les commerces avaient disparu. Ce concept est très intéressant. C'est une jeune entreprise d'ailleurs qui a pris une levée de fonds récemment et qui va développer son activité dans d'autres régions, notamment la Bourgogne-Franche-Comté et l'Île-de-France. Et donc, le groupe La Poste accompagne évidemment Comptoir de campagne dans son développement. Là aussi, ça nous permet de trouver des nouvelles solutions dans ces zones rurales où finalement nous devons réinventer notre présence. Alors, ça reste aujourd'hui marginal, parce que sur l'ensemble des 17 000 bureaux de poste, on a une trentaine en fait de relais postes ESS en zone rurale, également une trentaine en quartier prioritaire de la ville, qui là aussi sont des territoires fragiles et nous réinventons en fait de nouvelles formes de points postes qui sont plutôt des tiers-lieux numériques, des conciergeries solidaires. Mais ça nous permet aussi, vous voyez, donc d'avancer et puis de répondre aux besoins spécifiques finalement de ces territoires. Voilà, à travers quelques exemples, ce que je pouvais vous présenter aujourd'hui sur la façon dont La Poste investit, on va dire, les zones rurales par sa présence. Et après, il y aura aussi beaucoup de choses à dire sur ce que notamment le développement des nouveaux services qui sont rendus par les facteurs, qui permettent aussi d'accompagner finalement les personnes isolées dans les territoires ruraux. Je prendrai qu'un seul exemple, ce sont les personnes âgées, où nous développons des services en fait de portage de repas, de portage de médicaments, également un service de veille à domicile pour finalement permettre aux personnes âgées et aux seniors de bien vivre à domicile et de rester autonomes, y compris dans des territoires isolés, avec le facteur qui, lui, est en proximité, est à même d'apporter les services attendus. Merci beaucoup pour cette intervention et pour ce complément
qui permet de boucler la boucle, si on peut dire. On est passé d'une initiative d'un groupe sur la partie qui commence en tout cas dans l'urbain et qui pourrait à un moment donné s'étendre, le laboratoire de mobilité inclusive qui développe des études qui va lancer des actions à destination des territoires ruraux sur la partie mobilité. Et puis le retour que vous faites est précieux parce que on voit qu'il y a déjà toute une panel d'offres de mutualisés qui existent sur les territoires ruraux, qui pourraient se développer encore. N'hésitez pas les uns et les autres pour les participants à poser via le chat l'ensemble des questions à nos intervenants. L'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre au maximum à vos interrogations et puis éventuellement de partager aussi si vous avez des initiatives de l'autre côté que vous souhaitiez pousser. C'est évidemment possible. Je sais que c'est parfois compliqué de poser la première question, même si c'est par le chat et même si c'est par écrit. Donc je vais commencer avec ceux qui nous ont été transmis en amont. Peut-être pour vous, Benoît, un point de précision éventuellement. On entendait Pascal Caille sur les différentes offres de la Poste en matière de mutualisation de services, de différentes manières. On a entendu parler d'une offre mutualisée en bureau de poste, d'une SIC. Est-ce que vous identifiez dans votre modèle que vous proposez des éléments qui pourraient être éventuellement mis en place de manière mutualisée avec plusieurs interlocuteurs extérieurs et si éventuellement si vous identifiez déjà lesquels, est-ce que c'est des choses qui vous paraissent possibles? C'était une des questions qu'on avait eues en amont de notre webinaire, mais est-ce que de votre côté, ça vous semble envisageable? Oui, complètement. Tout ce qu'on fait, que ce soit avec la Maison pour rebondir ou à travers la démarche d'innovation sociale qu'on porte chez Suez, c'est de travailler avec d'autres acteurs, de travailler en alliance, parce que on voit que sur des sujets comme l'emploi, sur des sujets comme l'économie circulaire, finalement, seul, on peut pas réussir à relever ces enjeux. Et il faut absolument qu'on soit dans des logiques d'alliance. Donc, tout à fait, alliance avec le monde social, donc le monde de l'économie sociale et solidaire, de l'insertion d'un côté, et ça, on le fait beaucoup, et ça fait vraiment partie de notre rôle à l'innovation sociale, de connecter intelligemment, on va dire, de développer les opportunités de partenariat opérationnel avec tous ces acteurs pour développer des nouvelles offres et nous-mêmes être plus inclusifs, et partenariat avec d'autres groupes, évidemment, et la Poste, on a déjà un partenariat Suez avec la Poste, avec une entreprise qui s'appelle Recigo sur la collecte et la valorisation du dernier kilomètre d'ailleurs des papiers et des déchets de bureau notamment. Et donc on se sent proche d'acteurs comme la Poste typiquement, et on fait aussi partie des entreprises qui sont présentes dans des territoires ruraux et au niveau de toute la France. Et donc je pense qu'en effet il y a des choses à imaginer avec des entreprises comme la Poste autour de ces sujets-là. Donc bien volontiers d'ailleurs pour échanger avec vous, Monsieur Caille, parce qu'on se connaît pas, mais c'est l'occasion de creuser le sujet. Salut. Avec un grand plaisir. Je profite du coup, merci Benoît pour cette invitation à faire ensemble, et peut-être du coup rebondir directement sur vous, Pascal. Peut-être que sur les postes ESS, sur ces sujets de maisons de service au public en bureau de poste, vous parliez de 500 maisons de service au public en bureau de poste, vous parliez de 30 en quartier, 30 en ruralité pour les relais de poste ESS. Est-ce que vous avez identifié, vous, dans les prochains temps, peut-être prochains mois, prochaines années, des déploiements complémentaires, des choses que vous aimeriez faire, ou en tout cas que vous identifiez une sorte d'ambition sur le sujet? Est-ce que déjà c'est en tout cas pour les partenaires qui sont là et qui éventuellement se posent la question de comment on peut faire avec vous, comment ça marche et comment on peut continuer ces échanges là-dessus? Alors sur les formats de présence postale, bien sûr, donc on souhaite développer ce type de format. Alors on restera de toute façon sur un nombre global de points de contact qui est 17 000 points de contact. Parce que là, on rentre dans notre mission de service public et l'aménagement du territoire. Et donc, le groupe La Poste s'est engagé effectivement à maintenir 17 000 points de contact. Le sujet, c'est la transformation. Donc, effectivement, on poursuit finalement ces transformations. Et donc, notre volonté, c'est là où c'est nécessaire, ou là où en fait nous avons peu d'activité, et là où l'activité postale qui est tenue en propre finalement n'est pas rentable, de pouvoir effectivement trouver les partenaires qui permettent à la fin de mieux rentabiliser puis d'offrir les services attendus. Bon, sur les relais postes ESS, donc ce qu'on vise effectivement, c'est une augmentation de ce nombre de points de contact, environ une centaine.
Maintenant, c'est pas nous seuls qui décidons, parce que ce sont les maires au final qui décident finalement quel est le format qui est le plus adapté à leur territoire. Mais effectivement, on a l'ambition en gros de doubler ce type de format. Sur les maisons de services au public, là, nous sommes engagés avec l'État sur un programme qui s'appelle le programme Espace France Service. Donc, il y a 1200 maisons de services au public. L'année dernière, l'ambition de l'État, c'est de passer à 2000 espaces France Service. Donc, en fait, c'est des maisons de services au public enrichies, avec plus de partenaires d'entreprises publiques. On passe de 6 à 9, avec des chargés de clientèle qui soient mieux formés et aussi plus de personnel pour pouvoir améliorer l'offre rendu aux citoyens. Voilà, donc c'est les préfets qui décident. Donc nous sommes engagés évidemment dans ce mouvement et on espère que d'ici la fin de 2022, qui est échéance, on aura à minimum 500 maisons de services au public qui auront migré, on va dire, sur des espaces France Service. Voilà, donc encore une fois, ça se fait pas d'un coup de baguette magique. C'est important, finalement, c'est la capacité que peuvent avoir les acteurs en territoire de discuter ensemble en fonction des opportunités. Il y a même dans ces démarches, en fait, démarches auxquelles on est engagé avec des citoyens pour pouvoir finalement les écouter pour savoir quels sont, du point de vue des territoires, le meilleur service attendu. Et c'est comme ça, finalement, que se crée, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais se crée finalement finalement ces nouveaux formats de présence qui répondent finalement à des nouveaux besoins dans les territoires en adaptant le niveau de service finalement aux attentes des citoyens. Moi, je crois beaucoup, si vous voulez, à la co-construction dans les territoires en partant effectivement de l'analyse des besoins pour pouvoir ensuite créer un besoin spécifique. Voilà. Merci beaucoup pour ces... En tout cas, c'est vraiment un sujet d'avenir dans une société qui, de toute façon, recherche plus de durabilité, plus d'inclusion. Voilà, donc c'est l'avenir. Nous, on est vraiment engagés sur ce sujet. On pourra aussi beaucoup parler d'inclusion numérique. Donc, effectivement, les besoins de services au public sur l'angle, on assiste et on aide à faire. Mais on a un deuxième sujet qui est l'inclusion. Et donc, nous, notre ambition, c'est effectivement aussi de pouvoir utiliser notre réseau de bureaux pour détecter les personnes qui sont en difficulté sur le numérique et pouvoir aussi les orienter avec des partenaires associatifs pour leur permettre finalement de suivre des ateliers d'initiation au numérique pour gagner en autonomie. Vous voyez, donc sur ces sujets-là aussi, ça a aussi un rôle important à jouer. En zone rurale, là aussi, malheureusement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes, pas seulement les personnes âgées, qui ont des difficultés, notamment avec le numérique, et particulièrement les jeunes. Merci beaucoup pour ces précisions qui sont effectivement importantes parce que parfois on a l'impression que ça concerne d'abord les plus anciens et parfois pas tant que ça. Donc c'est aussi important d'avoir ces éléments de précision. Je vois que le temps de questions-réponses avance et je voudrais pouvoir continuer les interventions des uns des autres. J'ai une dernière question qui nous vient du chat aussi. J'en profite, Francis, pour vous la poser, non pas simplement pour que vous répondiez. Si Benoît ou si Pascal vous voulez répondre de votre côté, évidemment c'est possible. Peut-être simplement passer à l'aspect, pratique derrière en termes d'expérimentation. Vous nous avez indiqué le lancement du site internet sur le sujet de la mobile. Absolument. Est-ce que vous identifiez, vous, des actions que vous allez mener, des expérimentations? Et puis, une question qui, du coup, pose pour tous les trois, qui vient du chat. Les territoires ruraux comme l'Avesnois et la Thiérache, alors pour situer pour tout le monde, l'Avesnois et la Thiérache, c'est dans le département du Nord. C'est la zone rurale du département du Nord, au-delà de Valenciennes sur l'Est et au sud de Maubeuge, très précisément. Je pense que je me trompe pas trop. Catherine, vous me direz si je suis à côté, mais normalement, c'est à peu près là. Simplement, est-ce que vous identifiez des zones ou des territoires sur lesquels vous avez envie de tester des choses, chacun de vous trois, et peut-être commencer par Francis qui a attendu avant de répondre à quelques questions. Nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est proposer des méthodologies pour que les territoires puissent s'emparer effectivement des expérimentations. Alors évidemment, vous citez Avesnois, l'expérimentation sur le territoire et cette expérimentation, effectivement, Avesnois Mobilité a été vraiment importante. L'idée pour nous, c'est vraiment effectivement de permettre à tous ceux et celles qui souhaitent expérimenter, les collectivités, de leur proposer une grille, en fait, une méthodologie
qui permet à la fois de décrypter les besoins du territoire, on en a parlé, c'est vraiment très important, d'identifier les solutions, que ce soit du covoiturage, que ce soit du transport à la demande, que ce soit de l'autopartage. Il y a énormément de solutions innovantes qui sont aujourd'hui développées. Et puis, un autre item qui est aussi très important dans l'expérimentation, c'est la question de l'évaluation, effectivement, pour ensuite tirer des leçons et pour pouvoir dupliquer et répliquer ces expérimentations. C'est très clair. Merci beaucoup pour cette intervention. En un mot, est-ce que Pascal, est-ce que Benoît, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Alors sur l'Avesnois si vous voulez, ou sur un autre territoire si c'est plus simple, comme vous voulez. Alors, moi, je connais pas toutes les expérimentations et tous les projets qu'on a chez Suez sur les questions d'inclusion et les partenariats qu'on peut avoir sur les territoires. Je n'en ai pas connaissance, en tout cas dans l'Avesnois et le Thiérache, même si dans le Nord, on a des équipes qui sont très très actives et très mobilisées autour de tous ces sujets pour renforcer l'impact social de Suez. À ma connaissance, je connais les grands partenariats qu'on a dans le Nord et c'est plus dans les villes aujourd'hui. Mais en fait, nous, on se raccroche toujours à là où on a des leviers. Donc, c'est-à-dire que si Suez est présent sur une collectivité de territoire rural, là, on a potentiellement du coup des équipes sur place et il peut y avoir des projets qui peuvent être montés. Donc, c'est peut-être ça la première étape pour nous, c'est de regarder là où on a finalement des activités qui nous donnent des effets de levier et qui nous permettent du coup de tester des projets en zone rurale. Parfait, merci beaucoup pour cette réponse. Pascal, est-ce que vous voulez en rajouter quelques mots? Alors, vous avez, j'allais dire, presque pas 17 000 points d'expérimentation, mais presque. Comment vous envisagez là-dessus? Finalement on vient tester quelque chose avec le groupe La Poste? Alors, peut-être c'est ce que je disais précédemment. Hein. Donc, nous, effectivement, pour pouvoir tester, il faut déjà échanger, discuter et puis regarder quelles sont les opportunités dans les territoires. Donc là, ça fait partie effectivement des discussions que nos directeurs régionaux et territoriaux ont avec les élus, hein, parce que nous sommes très très proches des différents des acteurs publics locaux, et c'est dans ce cadre-là que finalement émergent, si vous voulez, des nouveaux projets sur lesquels nous pouvons mettre en place de nouvelles expérimentations. D'où les relais postes économie sociale et solidaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, sont tous des expérimentations, chacun, puisque finalement chaque format est différent. Parfait. Mais merci beaucoup pour cette précision, c'est important. Peut-être pour passer à la fin, en tout cas aller vers la fin de notre webinaire, d'abord vous remercier tous les trois pour vos interventions, mais peut-être aussi vous dire que pour face ce webinaire, c'est aussi l'occasion d'incarner peut-être une nouvelle manière de mobiliser nos parties prenantes au partant de la thématique qui nous intéresse et en essayant d'aller un peu plus loin tous ensemble. Peut-être je vais laisser la parole à Camille Fay sur le sujet. Camille, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de cette nouvelle méthode, de la manière dont on va développer ces actions? Est-ce que ça fonctionne? Oui, je pense que ça fonctionne. Bonjour à tous. Merci pour vos interventions respectives, Pascal, pour La Poste, effectivement Suez et puis le LMI. Et puis Isabelle Giraud. Je pense qu'aujourd'hui, on a un premier exemple en fait de la manière dont on travaille, c'est-à-dire avec notre écosystème qui est assez divers. En fait, on a une composition en fait de la fondation de FAS, de l'écosystème FAS, qui fonctionne à travers une fondation reconnue d'utilité publique, un réseau de structures locales, une cinquantaine de structures locales qui sont principalement des clubs d'entreprise, mais aussi des structures de médiation, des SIAE, etc. Et puis, voilà, nos fondations abritées qui font partie de notre écosystème très proche. Et puis ensuite, il y a tous nos partenaires avec qui on travaille. Nos missions portent effectivement sur la lutte contre l'exclusion. La question de l'accès aux services est de plus en plus prégnante et elle se recoupe avec tout un tas de problématiques sur lesquelles on travaille, qui sont l'insertion et l'emploi, l'éducation, la culture, la précarité et l'inclusion. Et dans tous ces sujets-là, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que nos interventions s'adaptent aux territoires sur lesquels on intervient, en particulier les territoires fragiles. On est beaucoup intervenu sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville. On intervient aujourd'hui sur plus de 265 QPV, en tout cas en 2019, en sachant qu'il y en a à peu près 1300 en France, et sur les territoires ruraux qui sont vraiment à la fois pas une problématique nouvelle, mais une question pour nous d'intervention et d'adaptation de nos interventions, avec des accompagnements qu'on cherche à être
plus adaptées, plus spécifiques aux territoires ruraux, puisque en fait notre expérience de réseau et de terrain, elle nous a convaincus que les projets qu'on imaginait ou qu'on pouvait déployer en milieu urbain n'étaient pas forcément adaptés au milieu rural et que ce dernier a en fait ses propres besoins, ses propres contraintes et opportunités. Voilà, il y a ce que vous avez évoqué déjà dans les interventions précédentes. Voilà, il y a tout un tas de problématiques qui sont liées à la fracture numérique, à la mobilité, l'accès à l'emploi, etc., qui en fait redessinent un petit peu des sortes de nouvelles formes de géographie de l'exclusion qu'on essaye de prendre en compte dans tout à fait voilà, ce que vous évoquiez sur la dernière intervention, la co-construction avec les partenaires, qu'ils soient tant publics que privés ou associatifs. Et voilà, on cherche à être, en tout cas, à faire modestement, mais le plus concrètement possible, une interface entre voilà, ces différents acteurs en essayant au quotidien de donner corps en fait, à l'engagement des entreprises aux côtés des autres partenaires que sont les collectivités locales, les associations, etc. Et on cherche en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de porter par exemple au cours de la crise sanitaire qu'on a connue dans les derniers mois qui ont passé, de porter des actions qui se réadaptent aussi aux nouvelles contraintes, avec, je pense à l'adaptation des programmes qu'on a menés, que sont par exemple Wi-Fi, qui a un travail d'amener, de sensibiliser des jeunes filles au métier du numérique, pardon. On a réuni l'ensemble de ces jeunes filles partout en France de manière distancielle pour essayer de dépasser un petit peu ces barrières pendant le confinement. Et voilà, on essaie d'organiser cette solidarité un petit peu partout sur le territoire et en prenant en compte voilà, les apports de chacun de nos partenaires. Donc, je vais peut-être finir là-dessus. Effectivement, on pense qu'on a un enjeu aujourd'hui, c'est de trouver des expérimentations qui peuvent être dupliquées ailleurs, de laisser aussi certains territoires aborder les choses en fonction des besoins de leurs bénéficiaires et de leurs habitants. Et on se tient évidemment avec nos clubs d'entreprise, tout un tas d'acteurs qui sont dans notre réseau à la disposition de tous ceux qui voudraient faire avec nous sur ces sujets-là. Merci beaucoup Camille, tu as dit l'essentiel sur le sujet et avant de laisser Isabelle conclure, simplement vous dire que simplement voilà, on se tient vraiment à votre disposition, on va vous recontacter les uns les autres pour continuer à aller avancer ensemble, essayer de définir ensemble des terrains d'expérimentation et des sujets d'expérimentation sur lesquels les uns et les autres, collectivités, entreprises, acteurs associatifs, et puis du coup de pouvoir vous diffuser aussi, évidemment avec l'accord là aussi d'Isabelle Giraud, auquel je vais laisser la parole dans quelques instants, le livre blanc que vous présentiez Isabelle en introduction sur l'engagement des entreprises en ruralité, dès lors qu'on aura l'ensemble analysé ensemble, pour pouvoir vous en servir comme une forme de boîte à outils, si je puis dire, pour l'ensemble des parties prenantes, sur la manière dont on peut concrètement avancer sur ces territoires ruraux et lancer des expérimentations en 2021, on peut l'espérer, sur le sujet. Est-ce que je voulais vous laisser en quelques minutes conclure cette séquence et encore une fois, merci pour votre présence aussi, comme pour chacun de nos intervenants. Oui, je vais vous remercier également tous. Vous remercier d'avoir accepté de nous partager votre expérience dans le cadre de ce webinaire, et on voit bien la diversité des initiatives pour apporter des solutions à ces problématiques de la ruralité. On voit aussi que quand on parle d'accès aux services, beaucoup plus largement, on touche très vite à des dimensions générales d'accessibilité, de lien social pour les habitants. On voit qu'on touche à des dimensions, à des enjeux économiques en faveur de nos territoires. Et puis on voit également qu'on touche différents types de populations cibles, aussi bien les plus jeunes que nos aînés. Et c'est aussi une question, une source d'attractivité qui est mobilisée pour les territoires ruraux. En conclusion, moi, je vous proposerai de retenir quelques notions et je vais rejoindre Camille sur ce qu'elle a dit tout à l'heure. La première notion, c'est l'intérêt des partages de réflexion entre les différents acteurs qui souhaitent s'impliquer. Et on voit à quel point les entreprises ont des choses à dire, ont des initiatives à partager en faveur du territoire, puisqu'elles ont une réelle action adaptées au territoire sur lequel elles sont positionnées. La deuxième notion, ce sera, vous l'avez je crois tous évoqué, la nécessité des alliances entre les acteurs du privé, les acteurs publics et les acteurs de l'économie sociale et solidaire au sens large. Et je crois que ça aussi,
il convient de toujours se rappeler qu'on est plus fort ensemble pour construire ces nouvelles solutions. Et puis peut-être la troisième notion, c'est de se dire qu'il est important d'avoir des temps de partage, des retours d'expérience, d'évaluation pour mesurer l'opportunité de déployer ou généraliser certaines de ces expérimentations plus largement, d'où l'intérêt de ce type de séminaire, de rencontres, pour pouvoir partager ces éléments. Et nous sommes convaincus avec FAS que ce partage est aussi une source de richesse et d'innovation pour nos territoires. Alors, comme le disait Antonin, vous retrouverez ces initiatives et bien d'autres dans le livre blanc issu des ateliers de la Fondation Mutualia qui ont été menés dans le cadre de ces réflexions. On vous proposera de vous le diffuser si vous le souhaitez dans les tout prochains jours. Et pour ma part, je vous renouvelle mes remerciements. Merci pour votre participation, merci pour vos interventions et merci à Antonin et Camille notamment d'avoir préparer l'intégralité de ce webinaire. Excellente journée à tous. Au revoir. Merci à vous et merci à chacun. Bonne journée à tous. Merci. Et n'hésitez pas, on peut répondre encore à vos questions pour les uns et les autres par mail sans difficulté et on vous recontactera évidemment pour continuer les échanges avec tous ceux qui souhaitent poursuivre ce premier temps d'échange. Merci à chacun des intervenants.